commence tout de suite avec Nathalie Loiseau. Elle a donc figuré sur une liste qui regroupait la droite et l'extrême droite lorsqu'elle était étudiante à Sciences Po. Une liste bâtie sur les cendres du GUD, selon Mediapart, qui a sorti l'information. Une erreur, a plaidé Nathalie Loiseau à la mi-journée, mais quand même peut-être un petit caillou dans la chaussure de la tête de liste En Marche. On en parle tout de suite, mais d'abord on écoute Nathalie Loiseau. Oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. J'ai accepté, par amitié, de figurer sur une liste où il y avait des gens de droite, des gaullistes, mais où il y avait aussi des gens d'extrême droite. Et ça, je ne le savais pas. J'aurais dû le vérifier, je le regrette. C'est une erreur d'il y a 35 ans. Déjà, on s'arrête un tout petit peu sur la forme. Donc, une communication via Twitter à la mi-journée, la polémique était déjà engagée, Nathalie. Oui, alors la forme, c'est toujours difficile de parler face caméra. Moi, je trouve ça très difficile, donc je ne vais pas l'attaquer sur la forme, mais sur le fond. Je trouve que les deux arguments qu'elle a utilisés, elle a d'abord utilisé l'argument du féminisme en disant il fallait ouvrir aux femmes, donc on m'a demandé. Mais c'est absolument antiféministe son argument du féminisme, parce que si c'est juste ouvrir aux femmes, c'est pas un bien en soi. Si les femmes sont à être là pour être là, c'est tout sauf féministe. Donc c'est absolument pas un argument. Même il y a 34 ans. Même il y a 34 ans. Si c'est juste être là pour ouvrir aux femmes, quelles que soient les actions qu'on lui demande de mener, c'est vraiment, ça ne sera, c'est pas une question. Pas il y a 34 ans. Et voilà, c'est ça. Il y a 50 ans non plus, il y a 100 ans non plus, et dans 200 ans non plus. C'est pas du tout un argument qui tient. Donc le féminisme a bon dos. Et deuxièmement, l'argument de l'ignorance, je ne savais pas. Donc soit elle est superficielle, soit elle est insouciante. Pour une femme qui se consacre à une carrière politique, c'est un peu ennuyeux. Je pense que le bon argument, moi, aurait été de jouer sur le changement, c'est-à-dire qu'à 20 ans, on peut très bien comprendre qu'on ait des idées extrêmes et on a besoin d'exister, de se démarquer, etc. Mais elle n'a pas utilisé cet argument-là parce qu'elle a, je pense, amalgamé le fait de changer et le fait d'être incohérent, et que ça aurait été signe d'incohérence, mais pas du tout. Le changement peut être aussi un signe de maturité et d'intelligence parfois. Alors, on continue d'en parler, mais comme Julia a un petit peu empiété sur l'argumentation, on va écouter celle de Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste. Vous allez voir, il a quelques arguments qui ne sont pas si éloignés. Quand on voit toute la communication faite par La République En Marche qui se présente comme seul rempart face à l'extrême droite, c'est sûr que tout cela fait un peu désordre. Et puis par ailleurs, les explications qu'elle avance pour justifier le fait d'avoir été présente sur cette liste sont peu convaincantes. Quand elle dit « je n'ai pas perçu la couleur politique de cette liste », alors même qu'elle était en 4e année de Sciences Po et qu'elle préparait l'ENA, c'est vrai que ça laisse pantois. C'est un peu la Richard Virenque de la politique. Elle était candidate à l'insu de son plein gré. Erwan Ledan, quand on fouille dans le passé, on trouve toujours finalement. Oui, moi j'ai plutôt tendance à considérer que ce qu'elle a fait il y a 35 ans, on peut effectivement imaginer que ça n'influence pas sa conception de la vie de la politique aujourd'hui. Je pense qu'en recherchant dans le passé, 35 ans en arrière de tous les hommes politiques, on peut trouver des positions extrêmes, des positions qui sont potentiellement contradictoires avec celles qu'ils ont aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a une polémique qui n'a peut-être pas de sens. Par contre, ce qui est plus surprenant de mon point de vue, c'est effectivement la réaction de Nathalie Loiseau qui, par ses maladresses, donne de l'eau au moulin de la polémique qui aurait pu très facilement éteindre en disant « c'était il y a 35 ans, tout le monde fait des erreurs de jeunesse ». J'ai du mal à croire que quand on est à Sciences Po, je suis passé par Sciences Po il y a moins longtemps, être de droite à Sciences Po, s'engager sur une liste de droite, c'est pas... On s'en souvient, oui. C'est pas l'accueil, surtout dans une liste qui visiblement où il y avait des membres du GUD, si j'ai bien compris. Quand même, c'est pas complètement anodin. C'est vrai que ce sont des listes qui, chaque année, ont du mal peut-être à trouver des candidats et c'est plus compliqué d'aller se défendre dans les amphithéâtres en étant un candidat du GUD qu'en étant un candidat de gauche dans cet établissement. Mais donc, raison de plus pour considérer qu'elle devait être au courant de ce qu'elle faisait. Mais à la limite, même si elle ne s'en souvient plus, c'était il y a 35 ans, on peut lui pardonner. Je trouve que la réaction, l'argumentation donne de l'eau au moulin de la polémique qu'elle aurait dû éteindre assez rapidement. Mauvaise défense de Nathalie Loiseau, Olivier Duhamel. Oui, ça c'est sûr. Très mauvaise défense, d'autant qu'il y en a eu 3 ou 4 successives, parce qu'elle a commencé par dire que c'était faux. Sauf que malheureusement, c'était pas faux, c'était vrai. Ensuite, elle a dit qu'elle avait oublié. Ensuite, elle a dit qu'elle n'avait pas vu que c'était l'extrême droite. Et après, elle dit c'est une erreur, c'est une connerie, etc. Alors ça, c'est évidemment catastrophique. Parce ça, en un demi-jour, on n'est voilà, pas loin. Ça, c'est assez grave, parce que c'est grave sur elle aujourd'hui, pas sur elle il y a 35 ans. Donc, par ailleurs, je trouve que
On est allé un peu vite en besogne, ça aurait mérité d'enquêter. Moi, j'ai essayé de savoir cet après-midi comment cette liste se présentait. Vous avez raison, une liste apolitique, on sent bien que c'est une liste de droite, mais c'est possible aussi que la liste était très masquée dans son côté d'extrême droite. Quand les types fabriquent des listes à Sciences Po, qu'ils essayent de racoler quelqu'un, ils viennent dire « Oh, tu ne veux pas venir sur ma liste, elle est sympa, c'est le pluralisme, etc. » Elle ne va pas dire « Attention, j'ai des gens d'extrême droite, puis c'est un copain, il me demande oui. » Donc il y avait beaucoup de façons de s'en sortir, mais d'une certaine manière, elle se noie elle-même, ce qui fait qu'à l'arrivée, ou, si j'essaie de dire les choses avec des termes pas trop méchants, ou elle a manqué d'intelligence, ou elle a un rapport curieux à la vérité. Mais méchant, ça aurait été idiote ou mensonge. Alexis, sur le sujet. Il faut aussi se remettre, il faut penser ce que c'était que la droite il y a 35 ans et l'extrême droite il y a 35 ans, etc. À cette époque-là, il y a 35 ans, Loiseau, elle vit. Moi, j'étais à droite, mais j'étais à Sciences Po, mais je ne faisais pas du tout de politique, pas du tout dans ces trucs-là, pas du tout. Mais n'empêche que Loiseau, elle vient de la droite, on le sait. Elle était jupiste, elle vient plutôt de l'environnement RPR. Mais qui a eu, à cette époque-là, plein de passerelles entre le GUD et le RPR, comme 5 ou 10 ans plus tôt, il y avait plein entre Occident et les Républicains indépendants giscardiens. Tout le monde le sait. Enfin bon, et il y avait une espèce de, notamment dans les milieux étudiants, une espèce de porosité entre les jeunes RPR et les jeunes du GUD et les jeunes Occident. Avant, Madeleine, Longuet, etc., les jeunes Républicains indépendants qui étaient les jeunes giscardiens. Enfin bon, tout ça. Donc, à mon avis, elle a absolument tort, effectivement, d'abord de dire que c'est pas vrai, puis de battre sa coupe. Le seul truc qu'elle a fait, à mon avis, qui était pas mal, c'est de taper Plenel, en disant « Ah ben c'est Monsieur Plenel qui vient me donner des leçons, Mediapart qui a expliqué... » Alors, attendez, là, évidemment, vous n'aimez pas Plenel, donc ça va... laissez-moi finir, alors laissez-moi faire mon numéro. Non, mais si on fait ça, il faut le faire sans se tromper. Plenel n'a jamais été maoïste. Non, il a traité de maoïste, il n'a jamais été maoïste, il était trotskiste. Oui. Si vous tapez quelqu'un... Moi, si je tape Brézé, je précise, je ne dis pas Brézé est ultra-orthodoxe juif. Non, je dis maoïste d'ailleurs. Oui, mais enfin, n'empêche qu'il y avait de quoi dire quand même sur Plenel, sur Tariq Ramadan, sur plein de sujets, etc. L'islamo-gauchisme de Plenel, à mon avis, il y avait suffisamment de choses à faire sur Plenel et sur le trotskisme de Plenel, par ailleurs, pour nourrir une petite attaque. Donc elle a eu tort. Alors maintenant, c'est vrai que ça va l'embêter parce que... Ça va lui coller à la peau. Il y a un côté incapacitant. On sent depuis le début de cette campagne européenne que Macron était sur un logiciel au début qui était les méchants nationalistes, les progressistes contre les populistes, etc. Il a plutôt abandonné ça et on a vu qu'il a... Loiseau était davantage là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle ne pourra pas faire tous les 4 matins les horribles nationalistes et contre les anti-progressistes. Il y a quelque chose dans ces européennes, quand même, qui est assez inhabituel, c'est que je pense que du fait, d'une part, de l'absence des grands poids lourds de la politique à la tête des listes, et d'autre part, du fait que les positions, les uns et les autres, sont quand même très, très proches. Hein, c'est pas radicalement différent. Du coup, la tête de liste, ça compte plus qu'on aurait pu le croire. Et donc, ceux qui font des bonnes campagnes, qui émergent comme clairs, authentiques, compréhensibles, vont l'emporter, ou en tout cas vont gagner des points sur ceux qui patauchent dans la seconde. Qui émergent comme clairs, compréhensibles Je dirais le candidat à tête de liste communiste, le candidat à tête de liste républicain, ces deux-là, c'est flagrant, me semble-t-il, non ? Oui, je suis assez d'accord. Bellamy, au début, quand Brossard on va... et Bellamy, pour... Voilà, Brossard et Bellamy. Et Brossard, effectivement, il est assez drôle, il est très bon, etc. Et on ne le connaissait pas. Bellamy, au début, quand il est accroché sur les histoires d'IVG, etc., il dit c'est à titre personnel, mais il ne dit pas je ne l'ai pas dit, je regrette et j'ai eu tort. Il dit oui, c'est comme ça, mais ce n'est pas le sujet. Elle avait qu'à dire ce n'est pas le sujet de savoir ce que j'ai fait il y a 35 ans, on s'en fiche un peu pour la campagne européenne. Alors, on va revoir l'entrée en campagne de Nathalie Loiseau. Vous vous souvenez, c'était lors de cette émission sur France 2, où elle avait eu aussi un rapport à la... Enfin, la vérité, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, une entrée en campagne un peu surprenante, à la sincérité. Merci, Alexis. On l'écoute. Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité. Moi, j'ai envie d'une Europe du partage et pas d'une Europe de la division. Vous avez changé d'avis ? Ce soir, c'est vrai, je suis prête à être candidate. Vous faites effectivement le lien entre les deux séquences. On peut faire un parallèle entre ces explications un peu alambiquées d'aujourd'hui et cette... Non, on peut toujours remonter et chercher des explications psychologiques. Mais là, c'est manifestement... Elle veut faire un coup, elle veut marquer, et c'est avec des recettes d'il y a 14 000 ans et qu'elle met mal en œuvre. Donc ça ne marche pas, le côté « oh là 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 là, j'ai changé d'avis », c'est ridicule. Ça, c'est de l'amateurisme. C'est que Julia de Funès n'était pas sa conseillère.
Parce que Julia, vous lui auriez conseillé quoi? Non, mais là, encore une fois, je lui aurais rien conseillé, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est vrai que c'est confus dans la forme. Le fait c'est très préparé, elle joue la spontanéité, et dans le cas inverse, ça a l'air spontané, mais c'est très confus. Donc, bon, il y a un problème de clarté, c'est vrai. Mais ce qu'on remarque, et puis notre discussion le prouve, c'est en disant qui est bon maintenant dans les têtes de liste pour les européennes, on ne s'attache qu'à la forme, en disant il y en a qui sont clairs, qui s'expriment bien, qui sont drôles, et le programme européen, on n'en parle pas du tout. Donc on va en parler. Juste si on devait en parler, oui, juste pour, je voudrais qu'on reste sur le thème. L'avantage de Loiseau, et d'ailleurs c'est à son constant, elle n'a toujours pas pu le présenter son programme, parce que comme on va Macron en parler de la brièveté de la campagne. Elle n'a toujours pas de programme. Juste quelques réactions d'abord de nos internautes à ce sujet. Alors d'abord la question qu'on vous posait, êtes-vous convaincu par les explications de Nathalie Loiseau? Vous avez une idée de la réponse, Olivier? 77% de non. Chaton nous dit une erreur de jeunesse, pourquoi pas, mais pourquoi mentir et vouloir cacher les choses? R34, ce qui est important, c'est ce qu'elle représente maintenant. Et Jeep nous dit Chirac a bien distribué l'humanité. Babino, elle avait 20 ans, un âge de raison, elle doit assumer, c'est la politique. Enfin, Nicole, elle n'est pas obligée de mentir et de se renier. Ce n'est pas honteux d'être de droite. Alors effectivement, Erwan, on l'a abordé, la campagne, elle va être très courte. C'est dans un mois les élections. C'est sans cesse repoussé avec les événements qu'on connaît. Une campagne trop courte? Ce serait Olivier Duhamel qui a plus d'expérience que moi dans l'analyse des campagnes, mais il est vrai que, si je ne me trompe pas, les élections européennes intéressent généralement moins les électeurs. Je crois que les taux de participation envisagés sont autour de 45%, donc c'est quand même relativement faible. Honnêtement, je ne sais pas, compte tenu des candidats et des programmes, si 6 mois de campagne auraient changé fondamentalement l'intérêt des Français à la campagne telle qu'elle existe aujourd'hui. Je pense qu'il y a... quand j'explique mes grilles de lecture libérales à la politique, je pense que pour qu'il y ait de la demande, il faut d'abord qu'il y ait de l'offre, et qu'aujourd'hui, l'offre qui pourrait créer l'enthousiasme, elle est relativement absente. Qu'il y a des offres qui créent une adhésion aux extrêmes, parce qu'ils ont un discours relativement facile, c'est facile de dénoncer, et donc les gens qui ont envie de dénoncer, envie de se retrouver, qui ont envie d'exprimer une certaine forme soit d'adhésion à leur discours, soit de malaise, s'y retrouvent, que le discours pro-européen est aujourd'hui assez peu audible. Donc je ne suis pas convaincu que des mois de campagne avec ce même discours auraient fondamentalement changé les choses. Il est évident que s'il n'y a que 15 jours, c'est probablement moins bien que 3 mois, mais je reste assez sceptique. Alexis, pour Emmanuel Macron, il fait tout pour que la campagne soit la plus courte possible? Je ne sais pas s'il fait, sans doute, s'il doit se dire que c'est toujours ça de gagner, et que, vu sa candidate, c'est peut-être pas utile de faire campagne de façon interminable. Après, l'affaire des Gilets jaunes, c'est pas lui qui l'a décidé. La sortie du grand débat, la sortie du grand débat, Notre-Dame encore moins. Bon, alors les événements sont ce qu'ils sont, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y aura pas eu de campagne, puisque de toute façon, ça ne va pas commencer avant. Il va y avoir le week-end donc il y a le week-end de Pâques, il va y avoir le 1er mai. Donc tout ça, il restera au fond 15 jours de campagne. C'est vrai que ça n'a jamais intéressé grand monde. Bon, malgré tout, c'est pas satisfaisant de se dire, comme ça n'intéresse pas, on va pas faire campagne. On pourrait se dire qu'en faisant campagne, ça pourrait intéresser les gens. Ce qui est vrai, et là je rejoins Erwan Neumann, c'est que ceux qui étaient très européens le sont un peu moins, ceux qui étaient très anti le sont un peu moins. Je rappelle que, y compris le Front National, ne demande plus la sortie de l'Europe et plus la sortie de l'euro. Donc tout ça se regroupe au milieu sur des sujets qui sont très techniques, pas faciles. Et si en plus on ne fait pas campagne, eh ben, à l'arrivée, je serais bien étonné qu'on ait 45% de participation. À mon avis, ça sera moins. Alors on va en parler, Olivier, mais dans le thème suivant, mais finalement les enjeux nationaux, comme souvent, vont supplanter les enjeux européens? Même plus que les enjeux nationaux, même les incarnations nationales, parce que Alexis va un petit peu vite en besogne. Il est vrai qu'il est assez jeune et que je suis fort vieux, mais quand il dit que ça n'a jamais intéressé personne, non. Au début, ça intéressait. Les élections, c'est une lente chute, la participation, mais... les premières élections européennes et les secondes et les troisièmes intéressaient beaucoup. Mais la première élection européenne, quelles étaient les têtes de liste? C'était Mitterrand d'un côté, Chirac de l'autre, en 79. En 84, c'était Jospin, Simone Veil. En 89, c'était Fabius Giscard. En 94, c'était Rocard, Baudis. Et enfin, en 99, c'était Hollande, Sarko, Pasqua. Et après, ça s'arrête. Donc, quand vous aviez des élections dont les têtes de liste étaient des personnalités politiques extraordinairement importantes, incarnées, connues, ça aidait considérablement à la participation. Quand ce sont des gens inconnus, ça aide moins. Deuxièmement, quand les positions étaient très tranchées, Chirac, le parti de l'étranger, Simone Veil, ils ont un besoin de la construction de l'Europe,
Ça aide à participer. Quand les Républicains et En Marche ont le même programme, ou la France Insoumise et les Écolos ont quasiment le même programme, c'est très très difficile de vouloir y participer. Alors, ajoutez à tout ça le déclin de la participation en général, la défiance à l'égard du politique en général, vous avez les deux facteurs. Il y a des raisons européennes d'une chute de la participation, il y a des raisons générales d'une chute de la participation. En fait, je pense à la complexité des institutions européennes, parce qu'il y a les thématiques qui ne sont pas simples, et les institutions, on ne sait pas très bien à quoi sert ce Parlement, quels sont ses pouvoirs, à quoi ils vont servir. Donc, mais ça, c'est paradoxal, parce qu'on votait pour lui quand il n'avait pas de pouvoir, et on ne vote plus pour lui quand il a le pouvoir. Les gens croyaient, soit pour être pour, soit pour être contre, mais c'était un vrai enjeu. C'était un projet. Alors que maintenant, l'Europe, ça devient un imbroglio pas possible. On n'y comprend plus rien. Plus de projet. Alors, on va parler effectivement de politique française avec cette intervention d'Emmanuel Macron. Alors, on le sait, c'est une conférence de presse ce jeudi par journaliste interposé, un exercice nouveau pour le président de la République, puisque jusqu'à présent, il avait refusé de s'y prêter. Les annonces, elles sont largement éventées. Du coup, Emmanuel Macron pourra-t-il surprendre? C'est la question que l'on vous pose et on en parle tout de suite. Erwan Lenant, vous poseriez quelle question si vous étiez jeudi à la conférence de presse au président de la République? Écoutez, heureusement, je n'y serai pas. Mais la question que je lui poserai,